Je m'appelle Jean-Pierre Dupont et je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire. Depuis une quinzaine d'années, j'occupe le poste de directeur financier dans l'une des plus grandes entreprises du BTP lyonnaise. Mon bureau est situé dans le prestigieux quartier de la Presqu'île, surplombant le majestueux fleuve Rhône. J'ai toujours été fier d'avoir pu bâtir une carrière réussie en partant d'un simple poste de comptable. J'ai rencontré Héloïse en 2008 lors d'un événement caritatif à l'Opéra de Lyon. Elle travaillait comme conservatrice au musée des Beaux-Arts et possédait cette élégance particulière que seules les vraies femmes françaises possèdent. Ses cheveux châtains étaient toujours parfaitement coiffés et ses yeux verts rayonnaient d'intelligence et d'un vif intérêt pour tout ce qui se passait. Héloïse venait d'une vieille famille lyonnaise, les Berthier, et ses manières raffinées trahissaient une excellente éducation et une excellente éducation. Notre histoire d'amour s'est développée rapidement. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans l'ancienne église Saint-Nizier, où les parents d'Héloïse s'étaient également mariés. Plus de 200 invités ont assisté au mariage, la crème de la société lyonnaise. Nous avons passé notre lune de miel aux Seychelles et ce fut la période la plus heureuse de ma vie. Héloïse semblait être l'épouse parfaite, intelligente, instruite, avec un grand sens de l'humour et la capacité de suivre n'importe quelle conversation. Nous nous sommes installés dans un appartement spacieux dans le quartier de la Croix-Rousse, avec vue sur la basilique Notre-Dame de Fourvière. J'ai toujours pensé qu'une épouse devait se sentir en sécurité financière, j'ai donc ouvert des comptes séparés pour Héloïse et émis des cartes supplémentaires à son nom. Son salaire au musée était assez modeste et je voulais qu'elle puisse se permettre le niveau de vie auquel elle était habituée dans la maison de ses parents. Notre week-end a été rempli de visites d'expositions, de concerts et de dîners dans les meilleurs restaurants de Lyon. Nous voyagions 2 fois par an et généralement une semaine dans une station de ski en hiver et 2 semaines sur la Côte d'Azur en été. Héloïse dirigeait très bien la maison et nous avions des amis et des intérêts communs. C'était comme si nous avions créé ce mariage français idéal dont on parle dans les romans. Les 10 premières années de notre vie commune se sont écoulées comme un jour. Nous avons tous deux eu des carrières réussies, j'ai été promue au poste de directrice financière et Héloïse est devenue directrice adjointe des expositions du musée. Nos revenus combinés nous permettaient de vivre une vie plus que confortable, et nous envisagions d'acheter une maison de campagne dans la vallée du Rhône. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que notre vie parfaite pouvait s'effondrer, j'aurais juste ri. Mais maintenant je comprends que c'est au cours de ces années prospères que les premières fissures dans notre mariage ont commencé à apparaître, que je n'ai obstinément pas remarqué. Héloïse commença à rester plus souvent tard au travail, expliquant cela par les préparatifs de grandes expositions. Le nombre de voyages d'affaires à Paris a considérablement augmenté. Elle pouvait parler au téléphone pendant des heures dans une autre pièce, et quand je lui posais des questions, elle me répondait qu'elle discutait de problèmes de travail avec des collègues. J'ai attribué tous les changements à son activité et à ses responsabilités accrues au travail. Après tout, l'organisation d'expositions internationales nécessite beaucoup de coordination et de négociation. Moi-même, j'étais souvent absent de chez moi jusqu'à tard dans la nuit, surtout pendant la période de préparation des rapports annuels. De plus, nous avions des comptes et des cartes séparés, et je ne surveillais jamais ces dépenses, cela me semblait un signe de méfiance. Nos amis proches, Henri et Sophie Lemaire, avec qui nous passions souvent les week-ends, ont essayé à plusieurs reprises de me faire comprendre qu'Héloïse avait beaucoup changé. Ils ont dit qu'elle était devenue plus distraite, annulant souvent ses rendez-vous à la dernière minute et pouvant disparaître de la vue pendant de longues périodes. Mais je plaisantais simplement en disant que le succès change souvent les gens et je me réjouissais des réalisations professionnelles de ma femme. Maintenant, en y repensant, je me rends compte du nombre de signes évidents que j'ai manqués. De nouveaux bijoux coûteux, qu'Héloïse attribuait à des achats réussis lors de ventes d'antiquités. Des appels étranges, après lesquels elle sortait sur le balcon pour parler même par temps froid. Des rencontres plus fréquentes avec des amis dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Le parfum trop fort qu'elle utilisait à son retour de certaines de ses réunions de travail. Mais j'étais trop occupé par ma propre carrière et trop confiante dans la force de notre relation pour penser sérieusement à ces petites choses. La vie semblait parfaite, et je ne voulais pas l'assombrir avec des soupçons et des confrontations inutiles. Ce fut ma principale erreur, qui a conduit aux événements ultérieurs et m'a obligé à reconsidérer toutes mes idées sur le mariage, la confiance et les relations humaines. Mes premiers soupçons sérieux sont apparus en janvier 2023. En tant que directeur financier, j'ai l'habitude d'analyser les chiffres et de remarquer tout écart par rapport à la norme. Ce jour-là, je regardais le relevé de notre compte familial, qui servait à payer les services publics et autres dépenses communes. Héloïse était censée payer l'assurance de l'appartement, mais le paiement a échoué en raison de fonds insuffisants. C'était étrange car je transférais un montant considérable sur ce compte chaque mois.
Après avoir examiné plus en détail l'historique des transactions, j'ai découvert une série de retraits importants d'espèces dans des distributeurs automatiques situés dans le 6e arrondissement de Lyon, loin de notre domicile et du lieu de travail d'Héloïse. Le montant total des retraits effectués au cours des 3 derniers mois s'élève à près de 15 000 €. Lorsque j'ai interrogé ma femme à ce sujet, elle m'a expliqué que le musée achète des objets auprès de collectionneurs privés qui préfèrent les paiements en espèces, et a promis de fournir tous les documents. Je n'ai jamais vu les documents, mais à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas insister. Une semaine plus tard, Sophie Lemaire m'a appelé. Elle était excitée et a demandé à rencontrer sans Héloïse. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café de la place Bellecour. Sophie a mis du temps à trouver ses mots, mais elle a fini par dire qu'elle avait vu ma femme au restaurant Le Sud avec un homme étrange. Selon Sophie, ils étaient assis dans le coin le plus éloigné de la pièce et se regardaient de très près, ils se tenaient la main, et quand ils se sont dit au revoir, l'homme a embrassé Héloïse. J'ai essayé de lui expliquer qu'il s'agissait d'un rendez-vous de travail, mais Sophie a insisté, « Jean-Pierre, je sais ce que sont les déjeuners d'affaires. » C'était un rendez-vous. Après avoir discuté avec Sophie, j'ai commencé à remarquer de plus en plus d'incohérences dans le comportement de ma femme. Héloïse a défini un mot de passe sur son téléphone, même si elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle commença à partir plus souvent, voyage d'affaires, à Paris, mais lorsque je lui proposais de passer un week-end avec elle dans la capitale, elle trouvait toujours des raisons de refuser. De nouveaux articles de créateurs sont apparus, dont elle explique l'origine par des ventes réussies et des cadeaux offerts par des amis. J'ai décidé de vérifier sa carte de crédit, que j'avais payée toutes ces années. Parmi les factures figuraient des paiements à la boutique de bijoux Cartier pour un total de 8 500 €, alors que je lui avais offert des bijoux complètement différents pour son anniversaire et son anniversaire de mariage. Il y avait aussi des paiements réguliers à un spa de la Presqu'île dont Héloïse n'a jamais mentionné la visite. Les factures des restaurants étaient particulièrement alarmantes. Héloïse dînait souvent dans des établissements coûteux, et le montant de l'addition indiquait clairement un dîner pour deux. Un restaurant revient sans cesse dans les classements, l'Auberge du Pont de Collonges, établissement réputé triplement étoilé au guide Michelin. Je me souvenais clairement que nous n'avions pas été là ensemble depuis plus d'1 an. En février, Héloïse a annoncé un prochain voyage d'1 semaine à Paris, apparemment pour organiser une exposition commune avec le musée d'Orsay. J'ai décidé de vérifier cette information et j'ai appelé mon vieil ami Pierre Moreau, qui travaillait à l'administration du musée d'Orsay. Pierre fut surpris par mon appel et m'informa qu'aucune négociation n'était en cours concernant une exposition commune avec le musée de Lyon. Le soir même, je trouvais dans le panier à linge un chèque de l'hôtel Le Royal Monceau à Paris, daté du mois précédent. La chambre avait été réservée pour 2 personnes pendant 3 jours, même si selon Héloïse, le voyage d'affaires n'avait duré qu'une journée. La facture s'élevait à 2 800 €, un montant clairement insuffisant pour que le musée puisse loger son personnel. Mes soupçons se sont finalement renforcés lorsque j'ai vu par hasard un message apparaître sur l'écran du téléphone d'Héloïse. Elle l'a laissé dans la cuisine pendant qu'elle prenait une douche, et quand je suis passé, l'écran s'est allumé. Le message provenait d'un certain FM et contenait uniquement l'heure et l'adresse du restaurant. Je me souvenais de cette adresse, c'était le même Le Sud dont Sophie avait parlé. Mon éducation financière et mon expérience professionnelle m'ont indiqué qu'il était temps de procéder à un audit complet de la situation. J'ai commencé à collecter méthodiquement des informations, relevées de tous les comptes de l'année dernière, détails des appels, chèques et reçus que j'ai pu trouver. Le tableau n'était pas encourageant, au cours des 6 derniers mois, les dépenses d'Héloïse avaient presque doublé, et la plupart d'entre elles n'étaient en aucun cas cohérentes avec son style de vie habituel. J'ai installé une application sur mon téléphone pour suivre mes transactions bancaires en temps réel. Chaque fois qu'Héloïse utilisait la carte, je recevais une notification avec le montant et le lieu de la transaction. Petit à petit, j'ai dressé une carte de ses déplacements, qui souvent ne correspondait pas à ce qu'elle disait de sa journée de travail. J'ai été particulièrement frappé par plusieurs virements importants vers un compte dans une autre banque, dont j'ignorais l'existence. Le montant total des transferts s'élevait à environ 45 000 € de l'argent que j'économisais pour acheter une maison de campagne. Lorsque j'ai demandé prudemment à Héloïse quels étaient ses projets pour la propriété, elle a déclaré avec assurance qu'elle considérait un tel achat comme prématuré. Un incident s'est produit en mars qui m'aurait peut-être ouvert les yeux si j'avais été moins aveugle. Héloïse a oublié un sac de la boutique de vêtements pour hommes Zilli dans sa voiture. À l'intérieur se trouvait un reçu pour un pull en cachemire d'une valeur de 2 200 €. Ce n'était clairement pas ma taille, et quand je lui ai demandé, elle m'a répondu que c'était un cadeau d'anniversaire pour son frère. Je savais avec certitude que l'anniversaire de Philippe,
son frère, était en novembre, mais je gardais le silence. Tous ces faits s'assemblaient pour former une mosaïque désagréable, mais je ne voulais toujours pas croire à l'évidence. 15 ans de mariage, des amis communs, des projets d'avenir, peut-on vraiment tout rayer de la liste? J'ai décidé que j'avais besoin de preuves tangibles avant de pouvoir tirer des conclusions ou prendre des mesures. Il s'est avéré que nous n'avons pas eu à attendre longtemps. La révélation a eu lieu en avril 2023, et les circonstances se sont déroulées de la manière la plus inattendue. Ce jour-là, je devais m'envoler pour Bruxelles pour une réunion importante avec des investisseurs. Héloïse était au courant de mon voyage, j'en ai discuté les détails avec elle au petit déjeuner. Cependant, 2 heures avant le départ, le PDG a annoncé que la réunion était annulée en raison de la maladie du principal investisseur. J'ai décidé de ne pas en parler à Héloïse et de passer la soirée à travailler au bureau pour terminer le rapport trimestriel. Vers 7 heures du soir, mon assistante Marion m'a appelé pour me dire qu'elle avait réservé une table pour moi au restaurant l'Auberge du Pont de Collonges pour la semaine suivante. J'avais prévu une réunion importante avec des partenaires. Alors que nous discutions des détails, je me suis rappelé que ce restaurant apparaissait souvent sur les relevés de cartes d'Héloïse. Sur un coup de tête, j'ai demandé à Marion si elle connaissait quelqu'un dans le personnel du restaurant. Il s'est avéré que son cousin Julie travaille comme administrateur. Un appel de Marion et 10 minutes plus tard je parlais à Jules. Oui, Madame Dupont est en effet une cliente fréquente de leur restaurant. Elle dîne habituellement chez Monsieur Morel, un grand monsieur grisonnant d'une 50aine d'années. Ils ont même une table favorite dans une alcôve surplombant la rivière. Jules était sûr que ma femme et moi étions divorcés, puisque Monsieur Morel présentait toujours Héloïse comme sa fiancée. Philippe Morel. Maintenant, je connaissais le nom. Une recherche rapide sur Internet a révélé qu'il est propriétaire de plusieurs boutiques de vin à Lyon et dans ses environs. À en juger par les photos dans la presse locale, c'était bien l'homme avec qui Sophie avait vu ma femme au sud. J'ai également trouvé son profil LinkedIn, et il s'avère qu'il fait partie du conseil d'administration du musée des Beaux-Arts. C'est de là que vient un si grand nombre de réunions de travail. À ce moment-là, mon téléphone a vibré, une notification concernant une transaction est arrivée. La carte Héloïse vient d'être utilisée à l'Auberge du Pont de Collonges. Le montant de la préautorisation était de 520 €, soit le dépôt standard pour une table pour 2. J'ai appelé Jules. Oui, Madame Dupont vient d'arriver avec Monsieur Morel. Ils ont commandé du champagne et semblent vouloir fêter quelque chose. Le trajet en taxi de 40 minutes du bureau au restaurant semblait une éternité. Je n'éprouvais ni colère ni désespoir, seulement un désir froid et professionnel de documenter le fait de la trahison. En chemin, j'ai allumé l'enregistreur vocal de mon téléphone où des années de travail dans la finance m'ont appris à toujours recueillir des preuves. Jules m'a rencontré à l'entrée et m'a conduit à travers la buanderie jusqu'à un petit passage qui donnait sur cette même alcôve. Héloïse et Morel étaient assis à une table chargée de plats et de bouteilles de vin. Ils se tenaient la main et Héloïse le regardait avec cette tendresse particulière dans les yeux dont je me souvenais des premières années de notre mariage. À son annulaire brillait une nouvelle bague avec un gros diamant, c'est à cela qu'avait servi l'argent qu'elle avait mis de côté pour la maison. J'ai entendu leur conversation où ils parlaient de leur prochain voyage aux Maldives. Morel a déclaré qu'après le divorce, il pourrait commencer une nouvelle vie. Héloïse rit et l'appela mon amour. Ils avaient prévu de m'annoncer le divorce après son retour d'un autre voyage d'affaires à Paris la semaine prochaine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris quelques photos. J'ai ensuite demandé à Jules d'apporter la facture de leur dîner, j'avais besoin d'un papier officiel avec la date et la signature d'Héloïse. J'ai également enregistré des photos du reçu. Quand j'ai eu tous les documents en main, je suis sorti de ma cachette et je me suis dirigé vers leur table. C'est Héloïse qui m'a remarqué en premier. Elle pâlit et lâcha la main de Morel. Il se retourna et se leva, essayant de conserver sa dignité. « Jean-Pierre, nous devions te parler la semaine prochaine. » Commença Héloïse. Sa voix tremblait, mais il n'y avait aucun remords dedans, seulement de la peur et de l'irritation que leur plan ait été perturbé. Je me suis assis à leur table et j'ai commandé un verre de vin. Morel avait l'air confus visiblement, il ne s'attendait pas à une telle réaction. Pendant longtemps, j'ai demandé en regardant Héloïse. Elle reste muette, mais Morel décide de prendre les choses en main depuis 1 an. On s'aime, Jean-Pierre. Héloïse allait demander le divorce. J'ai bu une gorgée de vin, je dois rendre hommage à Morel, il connaissait très bien les vins. Et l'argent? Combien a-t-elle déjà transféré sur vos comptes communs? Maintenant, Morel pâlit également.
Héloïse a essayé de dire quelque chose, mais j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré des photos de relevés bancaires. 45 000 € au cours des 6 derniers mois. C'est exactement ce que j'ai réussi à retracer. Combien a été transféré en espèces? À ce moment-là, Jules s'est approché de la table avec un dossier de factures des 6 derniers mois, je lui ai demandé de les préparer pendant que je conduisais jusqu'au restaurant. Morel pâlit encore, les documents contenaient tous leurs dîners réunis, avec les plats, les vins et les heures exactes indiquées. Héloïse a commencé à pleurer, mais je pouvais voir que ses larmes n'étaient pas destinées à moi, elle a réalisé que son plan parfait pour divorcer et commencer une nouvelle vie venait de s'effondrer. « Tu n'avais pas le droit de me suivre !» cria-t-elle finalement. « Et tu n'avais pas le droit de dépenser mon argent pour des rendez-vous avec un amant », répondis-je calmement. « Au fait, la bague est très belle. Cartier, si je ne me trompe pas. 8 500 €, payés avec ma carte de crédit le mois dernier. » Morel se leva. « Écoutez, réglons cela de manière civilisée. Je suis prêt à couvrir tous les frais. » Je secouai la tête. « Asseyez-vous, monsieur Morel. Nous n'avons pas encore discuté ensemble de vos déplacements à Paris. Le Royal Monceau est un excellent choix, mais 2 800 € pour 3 jours? Et ce n'est qu'une facture parmi tant d'autres. » Pendant l'heure qui a suivi, j'ai méthodiquement étalé devant eux les preuves de leurs liens, chèques, relevés, photographies. Héloïse restait silencieuse, essuyant seulement quelques larmes de temps en temps. Morel essayait de rester calme, mais je pouvais voir ses mains trembler tandis qu'il se versait du vin. Il ne s'attendait clairement pas à ce que le mari de sa maîtresse soit un directeur financier avec des compétences en audit. Finalement, je me suis levé. « La facture est bien entendu à votre charge, monsieur Morel. Et je dois vous prévenir, tous les documents concernant le détournement de mes fonds sont déjà chez mon avocat. Il y aura un divorce, Héloïse, mais je crains que cela ne se passe pas tout à fait comme vous l'aviez prévu. » Au moment de partir, je l'ai entendu fondre en larmes et Morel essayait de la calmer. Mais je m'en fichais désormais, j'avais du travail à finir. De retour à la maison après un dîner au restaurant, je me suis immédiatement mis à l'action. Des années de travail m'ont appris que dans les situations critiques, le retard est inacceptable. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon ordinateur portable et de me connecter à ma banque en ligne. En tant que directeur financier, j'étais parfaitement conscient de toutes les subtilités juridiques de la gestion des actifs communs et je comprenais que je devais agir dans le respect de la loi. Pour commencer, j'ai bloqué toutes les cartes supplémentaires émises au nom d'Héloïse sur mes comptes principaux. La procédure n'a pas pris plus de 15 minutes, quelques clics de souris, et l'accès au fonds a été bloqué. J'ai ensuite annulé tous les virements automatiques vers notre compte commun, qui servait à payer les services publics et autres dépenses courantes. J'ai décidé de ne pas toucher à ce compte pour l'instant, il était ouvert à nos deux noms, et selon la loi française, je n'avais pas le droit d'en restreindre unilatéralement l'accès. L'étape suivante consistait à annuler tous les paiements récurrents par carte de crédit d'Héloïse. Je me suis connecté à mon compte personnel sur le site web de la banque et j'ai désactivé le remboursement automatique de la dette de mon compte. Maintenant, elle devra payer ses propres dépenses. En chemin, j'ai demandé un relevé complet de toutes les transactions des 3 dernières années, ces informations pourraient être utiles dans le cadre d'une procédure de divorce. Pendant que le système traitait ma demande, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti tous les documents concernant nos biens communs. L'appartement a été acheté avec mon argent avant le mariage, donc il n'aurait pas dû y avoir de problème. Mais la situation du portefeuille d'investissement était plus compliquée, certaines actions avaient été acquises pendant le mariage et, selon la loi, Héloïse avait droit à la moitié de ses actifs. À minuit, le premier message d'Héloïse arrive, « Il faut qu'on parle ». Je l'ai ignoré et j'ai continué à travailler. À 2 heures du matin, j'avais dressé un inventaire complet de nos biens financiers, les divisant en 3 catégories, mes biens personnels acquis avant le mariage, propriétés acquises conjointement, et des actifs litigieux dont l'origine nécessitait une enquête plus approfondie. Vers 3 heures du matin, la porte d'entrée s'est ouverte, Héloïse est rentrée à la maison. Je l'ai entendue marcher dans le salon, mais je ne suis pas sorti vers elle. Après un certain temps, elle a essayé de payer le taxi avec ma carte de crédit, mais elle a essuyé un refus. Un appel a suivi au service d'assistance de la banque, où elle a été informée que la carte avait été bloquée sur ordre du titulaire du compte. Je me suis levé tôt le matin et je suis parti au bureau avant qu'Héloïse ne se réveille. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocat, Maître Bernard, avec qui j'avais travaillé pendant de nombreuses années. Il a écouté attentivement mon histoire et m'a demandé de préparer tous les documents financiers, en particulier ceux liés au détournement de fonds.
Tout au long de la journée, j'ai reçu de nombreux messages d'Héloïse. Elle a menacé, supplié, tenté de faire appel à la pitié. Quand elle s'est rendue compte que je ne répondais pas, elle a commencé à appeler le bureau. Mon assistante Marion, qui avait déjà été mandatée par moi, m'a poliment informé que j'étais en réunion et que je ne pouvais pas venir au téléphone. Le soir, la situation était devenue tendue. Héloïse s'est retrouvée incapable de payer au supermarché. Sa carte de crédit a été refusée alors qu'elle essayait de payer son déjeuner dans un restaurant. Elle a appelé la banque et a découvert que toutes les cartes supplémentaires étaient bloquées et que la limite de crédit de sa carte principale était épuisée et ne serait pas renouvelée automatiquement. Le lendemain, je rencontrai Maître Bernard à son bureau de la rue de la République. Il avait déjà eu le temps d'étudier les documents que je lui avais fournis et avait été impressionné par ma prévoyance dans la collecte de preuves. Il s'intéressait particulièrement au transfert de sommes importantes vers des comptes inconnus. Selon lui, cela pouvait influencer considérablement la décision du tribunal sur le partage des biens. Nous avons élaboré un plan d'action détaillé. La première chose que j'ai dû faire était de déposer une demande de séparation. Cela me permettrait de sécuriser légalement mon revenu actuel. Il a alors fallu entamer la procédure de divorce avec la mention « pour infidélité » en appuyant l'accusation avec les preuves recueillies. En parallèle, j'ai commencé le processus d'audit de tous les comptes communs et investissements. Mes collègues de la banque où je travaille depuis de nombreuses années m'ont fourni des informations complètes sur les mouvements de fonds au cours des 5 dernières années. Le tableau qui en ressort est désagréable. Héloïse retire systématiquement de l'argent, et les montants deviennent de plus en plus importants ces derniers mois. Le 3e jour après la révélation au restaurant, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Morel. Il a proposé de résoudre la situation de manière pacifique et de compenser toutes les dépenses injustifiées. La lettre contenait un chèque de 60 000 €. J'ai remis les documents à Maître Bernard, et il m'a conseillé de n'accepter aucun paiement avant le procès, car cela pourrait être considéré comme un aveu de culpabilité de leur part. Une semaine après l'incident, Héloïse a quitté l'appartement, emportant uniquement ses effets personnels. Comme je l'ai appris plus tard, elle a emménagé avec Morel. Avant de partir, elle laissa une lettre sur la table dans laquelle elle m'accusait d'être insensible et mercantile, et écrivait que j'avais toujours aimé l'argent plus qu'elle. J'ai conservé cette lettre, elle pourrait également être utile au tribunal. Au cours des semaines suivantes, j'ai méthodiquement construit une ligne de défense pour mes intérêts financiers. Tous les comptes d'investissement communs ont été gelés. J'ai révoqué les procurations données à Héloïse pour gérer mes biens. Les banques ont été informées de la situation et la possibilité de recevoir des prêts sur des comptes communs a été bloquée. Mes actions ont provoqué une réaction violente de la part d'Héloïse et de Morel. Ils ont engagé un avocat réputé, spécialisé dans les affaires de divorce. Dans leur version des faits, j'étais un mari autoritaire qui contrôlait tous les mouvements de sa femme à travers ses transactions financières depuis des années. Morel a même accordé une interview à un journal local, où il a raconté comment il a aidé Héloïse à sortir de la cage dorée. Mais j'avais tous les atouts en main. Chaque transaction, chaque facture, chaque transfert était documenté. Je pourrais prouver que je n'avais jamais restreint les dépenses d'Héloïse jusqu'à ce qu'elle commence à dépenser mon argent pour des rendez-vous avec son amant. De plus, grâce à mes relations dans le secteur bancaire, j'ai reçu des informations sur un nouveau compte ouvert au nom d'Héloïse dans une banque suisse. L'origine des fonds de ce compte a soulevé de nombreuses questions. Maître Bernard était satisfait de l'évolution de la situation. Selon lui, il n'avait jamais eu un tel ensemble de preuves d'infidélité conjugale, appuyées par des documents financiers, dans toute sa pratique. Il était convaincu que le tribunal se rangerait de notre côté, surtout compte tenu du détournement évident de fonds et de la tentative de dissimuler des actifs dans une banque étrangère. À la fin du mois, le système d'isolement financier était pleinement en place. Il ne restait à Héloïse que ce qu'elle avait réussi à retirer avant d'être démasquée et son salaire de directrice adjointe du musée. Morel, bien sûr, pouvait lui assurer le niveau de vie auquel elle était habituée, mais je savais que ses affaires connaissaient des difficultés ces dernières années. Ce n'était pas pour rien qu'il cherchait une maîtresse riche. Les conséquences de mes mesures financières sont devenues apparentes plus vite que prévu. 2 mois après cette soirée au restaurant, l'auberge du Pont de Collonges, la vie de tous les acteurs de ces événements a radicalement changé. J'ai continué à travailler comme directeur financier, mais désormais mon attention se concentrait non seulement sur les affaires de l'entreprise, mais aussi sur la procédure de divorce à venir. Héloïse a dû apporter des changements importants à son mode de vie. Sans accès à mes comptes et à mes cartes de crédit, elle s'est retrouvée à devoir vivre de son propre salaire pour la première fois depuis 15 ans. Autant que je sache par des connaissances mutuelles,
Morel n'était pas pressé de subvenir entièrement à ses besoins, apparemment, il était attiré par la perspective d'un mariage avec une femme riche, et non par le besoin d'entretenir une maîtresse. L'histoire de notre divorce devint un sujet de discussion dans les plus hautes sphères lyonnaises. Le musée des Beaux-Arts, où travaillait Héloïse, s'est retrouvé dans une situation délicate. Il s'est avéré que de nombreux voyages d'affaires et réunions de travail avaient été organisés rétroactivement, et que les dépenses de prétendus voyages d'affaires avaient été utilisées pour des réunions avec Morel. Le directeur du musée, apprenant cette nouvelle, a été contraint d'ouvrir une enquête interne. Philippe Morel a lui aussi rencontré des difficultés. Sa position au sein du conseil d'administration du musée a été mise à mal après qu'il a été révélé qu'il avait utilisé son influence pour organiser des voyages fictifs pour Héloïse. De plus, mes relations dans le monde financier lyonnais m'ont permis de découvrir que son commerce de vin n'était effectivement pas au meilleur de sa forme. 3 de ses 5 boutiques fonctionnaient à perte et les banques refusaient de refinancer les prêts. La première audience sur notre affaire a eu lieu début juillet. Héloïse et son avocat ont essayé de me dépeindre comme un tyran financier qui contrôlait chacun de ses mouvements à travers ses comptes bancaires depuis des années. Cependant, cette stratégie a échoué lorsque Maître Bernard a présenté au tribunal des documents prouvant qu'avant le début de sa relation avec Morel, je n'avais jamais limité ses dépenses ni exigé de comptabilité de ses dépenses. Le juge a été particulièrement impressionné par les informations concernant le compte suisse. Il s'est avéré qu'Héloïse ne transférait pas simplement de l'argent de nos comptes communs là-bas. Ces fonds étaient ensuite utilisés pour acheter des actions dans les sociétés vinicoles de Morel par l'intermédiaire de sociétés écrans. En fait, elle a investi notre argent commun dans l'entreprise de son amant sans m'en informer. En août, la situation avait atteint son apogée. Héloïse a essayé de vendre certains des bijoux que je lui avais donnés au cours des années de mariage, mais j'ai réussi à aller au tribunal et à obtenir une injonction contre l'aliénation de biens jusqu'à ce que la procédure de divorce soit terminée. Cela a finalement mis à mal sa situation financière. Il s'est avéré qu'elle avait réussi à s'endetter tout en essayant de maintenir son mode de vie habituel. Morel, voyant que la situation n'était pas en leur faveur, commença à s'éloigner d'Héloïse. Leurs apparitions publiques communes sont devenues moins fréquentes, puis ont complètement cessé. De mes connaissances dans le monde de la restauration, j'ai appris qu'il dîne de plus en plus seul ou en compagnie d'autres femmes. Apparemment, la perspective d'épouser une femme accablée de dettes et d'un divorce scandaleux ne l'attirait plus. En septembre, un tournant inattendu s'est produit dans les événements. Une enquête interne au musée a révélé de graves violations dans le traitement des voyages d'affaires et l'utilisation des fonds officiels. Héloïse a été contrainte de démissionner de son poste de directrice adjointe. Son successeur, en triant les documents, a découvert que plusieurs pièces de valeur, prétendument acquises pour le musée auprès de collectionneurs privés, n'étaient en fait jamais entrées dans la collection. Une nouvelle enquête a été ouverte, cette fois avec la participation de la police financière. En octobre, la situation financière d'Héloïse était devenue critique. Elle a essayé d'obtenir un prêt auprès de plusieurs banques, mais a été rejetée partout. Les informations sur le divorce à venir et les éventuelles réclamations financières faisaient d'elle une emprunteuse peu fiable. À cette époque, Morel sortait déjà ouvertement avec la jeune héritière d'une célèbre famille de vignerons, et Héloïse a dû quitter son appartement et louer un petit studio dans un quartier moins prestigieux de la ville. En novembre, le tribunal a rendu une décision sur l'affaire du partage des biens. Considérant le fait avéré de trahison et de détournement de fonds communs, le juge a pris mon parti sur presque tous les points. Héloïse n'a reçu que ce qui lui appartenait avant le mariage et une part minime des biens matrimoniaux. De plus, le tribunal lui a ordonné de me rembourser les fonds transférés illégalement sur un compte suisse et dépensés pour l'entreprise de Morel. L'histoire a pris une tournure inattendue en décembre, lorsque la police financière a terminé son enquête sur les activités d'Héloïse au musée. Il s'est avéré que le projet était d'une ampleur bien plus grande que ce que l'on pensait initialement. Morel a utilisé sa position au sein du conseil d'administration et ses relations avec des collectionneurs privés pour organiser des transactions fictives en vue d'acquérir des objets exposés. L'argent du musée a été transféré à des sociétés écrans, puis une partie des fonds a été restituée en espèces, qui a été dépensée pour leur divertissement commun et l'achat d'articles de luxe. En janvier 2024, une affaire pénale a été ouverte pour fraude et détournement de fonds du musée. Héloïse et Morel deviennent les personnages principaux de l'enquête. Ces boutiques de vin ont fermé les unes après les autres, les clients ne voulaient pas avoir affaire à un entrepreneur impliqué dans un scandale impliquant des objets de valeur dans un musée. Et j'ai été promu et je suis devenu membre du conseil d'administration de notre entreprise. Mes compétences en matière d'audit financier et ma capacité à détecter les fraudes ont impressionné la direction. Maintenant, avec le recul,
je comprends que ma décision de bloquer les flux financiers immédiatement après que la trahison a été révélée était absolument correcte. Non seulement cela a protégé mes fonds, mais cela a également aidé à résoudre des crimes beaucoup plus graves. Héloïse et Morel ont construit leur relation sur des mensonges et des fraudes financières, et l'effondrement de leur union n'était qu'une question de temps. J'ai vendu l'appartement de la Croix-Rousse, il y avait trop de souvenirs désagréables associés à cet endroit. J'ai maintenant un appartement spacieux dans le quartier de la Presqu'île, à côté du bureau. Je n'ai plus l'intention d'acheter une maison de campagne. Au lieu de cela, je voyage dans le monde entier, je rencontre de nouvelles personnes et je profite de la liberté des relations toxiques. La semaine dernière, j'ai rencontré Héloïse par hasard au supermarché. Elle avait visiblement vieilli et semblait fatiguée. En me voyant, elle s'est rapidement détournée et s'est précipitée vers la sortie, laissant derrière elle un panier plein de courses. J'ai appris qu'elle avait accepté un emploi dans une petite galerie d'art avec un salaire plus que modeste. On dit que Morel serait parti dans le sud de la France, où il essaie de démarrer une nouvelle entreprise avec l'aide de sa jeune héritière. Et je me sens enfin libre. Les contrôles financiers que j'ai mis en place après la révélation de l'affaire ont non seulement protégé mes intérêts matériels, mais m'ont également aidé à me débarrasser de personnes qui m'utilisaient pour de l'argent et du statut. Maintenant, je le sais avec certitude, être directeur financier n'est pas seulement une profession, c'est une façon de penser qui vous aide à vous protéger même dans les situations de vie les plus difficiles.